Un milliardaire se rendit à l'hôpital pour affaires et tomba sur des triplés qui lui dirent « Notre maman est en train de mourir et ils ne veulent pas la soigner parce que nous n'avons pas d'argent. » Lorsqu'elles lui montrèrent sa photo, il fut choqué. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Reed Mersey détestait les hôpitaux, l'odeur de désinfectant, l'éclairage cru qui semblait vider toute chose de sa couleur, les sons étouffés des voix et des machines. Tout cela lui donnait envie de faire demi-tour et de s'enfuir. Mais aujourd'hui, il n'avait pas le choix. En tant que PDG de Mersey Health System, il était de son devoir de présenter personnellement le nouveau logiciel de gestion hospitalière que sa société avait développé. 5e étage, marmonna-t-il en entrant dans l'ascenseur vide. C'est là que se trouvait la salle de conférence. Lorsque les portes s'ouvrirent, Reed consulta sa montre. Il lui restait encore 20 minutes avant la réunion, suffisamment de temps pour revoir ses diapositives une dernière fois et se préparer mentalement. Si tout se passait bien, l'hôpital signerait un contrat de 5 ans pour implémenter son système, ouvrant la voie à d'autres hôpitaux de la région. C'est alors qu'il sentit quelque chose tirer sur le PN de sa veste. Il baissa les yeux, un instant, crut voir triple. 3 petites filles identiques, aux cheveux bruns bouclés et aux grands yeux, le fixaient avec un mélange de désespoir et d'espoir. Aucune d'elles ne pouvait avoir plus de 5 ans. Elles portaient des vêtements bien trop minces pour le froid extérieur, des t-shirts délavés et des jeans qui avaient visiblement connu des jours meilleurs. « Monsieur, » dit l'une d'elles, celle qui s'agrippait à sa veste, « pouvez-vous nous aider ?» Reed chercha du regard un adulte responsable. Le couloir était presque vide, à l'exception d'une infirmière qui tapait quelque chose sur un ordinateur, trop loin pour remarquer ce qui se passait. « Où sont vos parents ?» demanda-t-il en s'accroupissant à leur hauteur. La fillette du milieu fit un pas en avant. Elle avait une petite égratignure sur la joue et semblait la plus déterminée des 3. « Notre maman est en train de mourir, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme, « et ils ne veulent pas la soigner parce qu'on n'a pas d'argent. » Reed fronça les sourcils. « Comment ça, ils ne veulent pas la soigner ?»« Ils ont dit qu'il fallait une carte, » expliqua la 3e fillette, la plus petite de quelques centimètres, « mais on n'en a pas. » « Une carte d'assurance maladie, » traduisit Reed. « Vous êtes seul ici ?» Les 3 hochèrent la tête à l'unisson. « Comment êtes-vous arrivé à l'hôpital ?»« L'ambulance a amené maman, » dit la première. « On est venu avec. »« Et où est-elle maintenant ?»« En bas, » pointa celle du milieu. Ils l'ont laissée sur un brancard dans le couloir. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire sans cette carte. Reed sentit la colère lui monter au cou. Il savait que le système de santé était défaillant, mais refuser des soins urgents à une femme grièvement blessée, juste devant ses jeunes enfants, c'était plus qu'un problème de système, c'était de la cruauté. « Pouvez-vous m'emmener auprès d'elle ?» Les 3 acquiescèrent de nouveau, et la fillette du milieu lui tendit la main. Reed la prit, se surprenant lui-même. Il n'était pas du genre à tenir la main d'enfants inconnus, mais quelque chose dans leur regard, un mélange de désespoir et de détermination, l'émut d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Dans l'ascenseur, les filles se présentèrent. « Je m'appelle Maisie » dit celle qui avait parlé en premier. « Moi, c'est June » dit celle du milieu, qui lui tenait toujours la main. « Et moi, c'est Reine » ajouta la plus petite. « Et moi, c'est Reed » répondit-il en essayant de sourire pour les rassurer. Lorsqu'ils atteignirent le service des urgences, Reed comprit la gravité de la situation. L'endroit était bondé de gens assis sur des chaises inconfortables, certains gémissant de douleur, d'autres fixant le vide. Et comme les filles l'avaient décrit, il y avait des brancards dans les couloirs. « Là-bas !» June lâcha sa main et courut, pointant du doigt. Reed la suivit, Maisie et Reine sur ses talons. Ils s'arrêtèrent devant un brancard où une jeune femme gisait, inconsciente. Son visage était pâle, marqué d'une coupure au front et de plusieurs éraflures. Un de ses bras portait un bandage de fortune et elle était vêtue d'une de ces blouses d'hôpital qui donnent à n'importe qui un air plus malade qu'il ne l'est. « Maman » appela Reine, la voix si douce que Reed l'entendit à peine. Elle toucha la main de la femme, qui ne bougea pas. June se tourna vers Reed, les yeux pleins de larmes. « Vous voyez, ils ne font rien. » Reed chercha du regard le bureau d'accueil et s'y dirigea, déterminé, les 3 fillettes le suivant comme des canetons derrière leur mère. « Excusez-moi, » dit-il à la réceptionniste, une femme d'âge mûr aux cernes profonds. « Cette patiente, » désigna-t-il le brancard, a besoin de soins urgents. La femme ne leva même pas les yeux. « Tout le monde ici a besoin de soins urgents, monsieur. Nous suivons la priorité du triage. Elle est inconsciente et elle a 3 petites filles,
insista Reed, le ton plus ferme. Que lui est-il arrivé? Finalement, la réceptionniste le regarda, puis les fillettes. Son expression s'adoucit légèrement. Délit de fuite. Le conducteur s'est enfui. Elle traversait la rue avec les enfants quand elle a été heurtée. La femme baissa la voix. Mais sans assurance maladie, nous ne pouvons fournir que les premiers soins d'urgence, ce qui a été fait. Pour tout traitement supplémentaire, nous avons besoin d'une garantie de paiement. Reed sentit son sang bouillir. Alors, vous allez simplement la laisser là, sur ce brancard, en train de saigner. Monsieur, ce n'est pas moi qui fais les règles, dit la réceptionniste, lasse. Si vous voulez vous plaindre, adressez-vous à l'administration de l'hôpital. Reed s'apprêtait à le faire quand il sentit une autre traction sur sa veste. C'était Reine. Monsieur, regardez. Elle tendit la main, montrant un petit pendentif en or. Maman garde toujours ça, dit-elle. C'est très précieux. Est-ce que ça peut payer l'hôpital? Reed prit le pendentif. C'était un simple médaillon ovale, du genre qui s'ouvre pour contenir des photos. Lorsqu'il l'ouvrit, son cœur s'arrêta. Là, préservée malgré les années, se trouvait une photo qu'il ne connaissait que trop bien. Une jeune femme souriait à l'appareil, les mêmes yeux vifs que les fillettes, le même bonheur qu'il pensait ne jamais revoir. Sloan Archer. Le monde autour de Reed sembla se figer. Cette femme inconsciente sur le brancard, c'était Sloan. La même Sloan qui avait disparu de sa vie 8 ans plus tôt, sans laisser de traces ni d'explication. Il regarda les fillettes, vraiment regardées, et vit ce qu'il aurait dû remarquer immédiatement. Les yeux, la forme de leur visage, la façon dont June inclinait le menton, exactement comme Sloan le faisait quand elle était déterminée. 5 ans. Les filles avaient 5 ans, ce qui signifiait « Vous connaissez notre maman ?» demanda Maisie, confuse par sa réaction. Reed referma le médaillon et le rendit à Reine, incapable de parler pendant quelques secondes. Quand il retrouva enfin sa voix, elle lui parut étrange, même à ses propres oreilles. « Oui, dit-il. J'ai connu votre mère il y a longtemps. » Il se tourna vers la réceptionniste, qui observait la scène avec curiosité. « Je veux parler au médecin de garde. » Quelque chose dans son ton obligea la femme à obéir sans poser de questions. 10 minutes plus tard, Reed se trouvait dans une pièce avec un médecin à l'air fatigué qui expliqua la situation de Sloan. Traumatisme crânien, 3 côtes cassées, possible hémorragie interne. Nous devons faire des examens, un scanner, probablement une intervention chirurgicale. Faites tout ce qui est nécessaire, dit Reed. Je paierai tout. Le médecin parut soulagé. Nous aurons besoin d'un acompte et de vos informations pour le reste. Ce n'est pas un problème. Reed tendit sa carte de crédit premium et sa pièce d'identité. Je la veux dans la meilleure chambre disponible, avec une prise en charge prioritaire absolue. Alors que le médecin partait prendre des dispositions, Reed retourna auprès des fillettes, qui attendaient à côté du brancard de Sloan. Elles le regardaient avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Votre maman va recevoir tous les soins dont elle a besoin maintenant, » dit-il en s'accroupissant de nouveau. « Ils vont très bien s'occuper d'elle. »« Vraiment ?» demanda June, les yeux brillants. « Vraiment ?» confirma Reed. « Et vous n'avez à vous soucier de rien. » Comme pour confirmer ses paroles, une équipe médicale s'approcha et commença à déplacer le brancard de Sloan. Une infirmière sourit aux fillettes. « On emmène votre maman faire quelques examens, d'accord? Elle ira bien. » Les 3 regardèrent avec anxiété Sloan être emmené plus loin dans l'hôpital. « Et maintenant ?» demanda Maisie, sa petite voix presque perdue dans le bruit des urgences. Reed réalisa qu'il n'avait pas réfléchi aussi loin. Que allait-il advenir des filles pendant que Sloan était à l'hôpital? Y avait-il des grands-parents, un père, quelqu'un pour s'occuper d'elle? Avez-vous d'autres adultes que vous pouvez appeler? Un papa, des grands-parents, des oncles? Les 3 secouèrent la tête. Non, c'est juste nous et maman, expliqua June. Mamie habite trop loin. Reed hésita. L'alternative était d'appeler les services sociaux, ce qui risquait de séparer les filles et de les placer dans des familles d'accueil temporaire. Cette pensée lui noua l'estomac. C'est bon, intervint Reine, le surprenant. On sait se débrouiller toute seule. On peut attendre ici que maman aille mieux. L'idée que 3 enfants de 5 ans se débrouillent seuls dans un hôpital pendant des jours, peut-être des semaines, était absurde. Avant qu'il ne puisse y réfléchir à 2 fois, Reed s'entendit dire « Vous resterez avec moi jusqu'à ce que votre mère se rétablisse ». Les mots sortirent de sa bouche avant que son cerveau ne puisse pleinement les traiter. Reed Mercer, l'homme qui fuyait l'engagement comme la peste,
qui entretenait des relations superficielles par choix, qui gardait une maison impeccable où rien ne dépassait. Ce même homme offrait l'asile à 3 enfants qu'il connaissait à peine. Mais n'étaient-elles pas n'importe quels enfants? C'étaient les enfants de Sloan. Et, vu le timing, peut-être ses enfants aussi. Bien que ce fût un pas qu'il n'était pas encore prêt à franchir mentalement. Les filles le regardèrent, surprises. « Vous allez vous occuper de nous » demanda Maisie, incertaine. « Oui » répondit Reed, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Je m'occuperai de vous jusqu'à ce que votre maman aille bien. »« Pourquoi » demanda June, méfiante. « Vous ne nous connaissez même pas. » Reed songea à leur dire qu'il connaissait leur mère, qu'il était peut-être plus qu'un étranger pour leur famille, mais décida que ce n'était pas le moment. « Parce que vous avez besoin d'aide » dit-il simplement. « Et je peux aider. » Un médecin s'approcha, interrompant leur conversation. « Monsieur Mercé, la patiente est en cours de préparation pour la chirurgie. Nous avons besoin que vous signiez des documents. » Reed hocha la tête et se tourna vers les filles. « Attendez ici, d'accord? Je reviens dans une minute. » En marchant avec le médecin, Reed remarqua que les filles tremblaient légèrement. Bien sûr, elles étaient venues en ambulance, probablement sans avoir eu le temps de prendre des manteaux, et l'hôpital était froid. Après avoir signé les documents nécessaires, Reed retourna auprès des filles, qui étaient blotties ensemble sur une seule chaise, se serrant les unes contre les autres pour avoir chaud. « Venez, dit-il, allons vous acheter des manteaux. » Il y avait une supérette au rez-de-chaussée de l'hôpital qui vendait des articles de première nécessité. Reed acheta 3 manteaux pour enfants, les meilleurs qu'il put trouver, ainsi que des encas, des jus de fruits et quelques jouets simples pour les occuper. Lorsqu'il leur tendit les manteaux, il assista à quelque chose qui lui serra le cœur, une gratitude sincère dans leurs yeux. « Merci » dit doucement June en enfilant le manteau rouge. On avait froid. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un ferait ça pour nous » ajouta Maisie, déjà emmitouflée dans un manteau bleu. Reine ne dit rien, elle serra juste le manteau jaune contre sa poitrine un instant, comme s'il s'agissait d'une étreinte, avant de l'enfiler. Reed sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose de longtemps durci et froid en lui avait commencé à se fissurer. Une sensation presque douloureuse, et pourtant, d'une certaine manière, réconfortante, comme si une partie brisée de lui commençait enfin à guérir. « Allons trouver un meilleur endroit pour attendre » dit-il, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. « Votre maman va être en chirurgie pendant un moment. » En se dirigeant vers une salle d'attente plus confortable, réservée aux familles des patients en chirurgie, Reed ne pouvait s'empêcher de penser à Sloan. 8 ans plus tôt, elle s'était tout simplement volatilisée. Un jour, ils discutaient de projets d'avenir, le lendemain, elle était partie. Pas d'explication, pas de mots, pas d'appel téléphonique, rien. Comme si elle s'était évaporée. Reed l'avait cherchée pendant des mois, engagé des détectives, fouillé tous les recoins possibles. Finalement, il avait dû accepter qu'elle ne voulait pas être retrouvée. C'est alors qu'il avait érigé des murs autour de son cœur et s'était juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher suffisamment pour le blesser ainsi. Et maintenant, la voilà, inconsciente sur un lit d'hôpital, luttant pour sa vie, avec 3 filles, des triplés, qui avaient exactement l'âge d'être. Non, il ne pouvait pas se permettre de penser à ça maintenant. L'important était de s'assurer que Sloan reçoive les soins médicaux dont elle avait besoin et que les filles soient en sécurité. Le reste, les questions, les explications, le passé, l'avenir, devraient attendre. La nuit tomba sur l'hôpital avec une lenteur angoissante. Reed regardait les triplés endormis sur le canapé de la salle d'attente VIP qu'il avait réussi à obtenir grâce à son influence. Elles étaient blotties les unes contre les autres comme des chiots cherchant la chaleur, Reine au milieu, protégée par ses sœurs. Leur nouveau manteau leur servait de couverture de fortune. Le chirurgien était sorti 1 heure plus tôt pour donner des nouvelles. « Nous avons réussi à contrôler l'hémorragie interne », avait-il expliqué, mais elle est toujours dans un état critique. Elle devra rester en soins intensifs au moins jusqu'à demain. Reed avait hoché la tête, absorbant l'information. Et ensuite ? Si tout va bien, nous la transférerons dans une chambre, mais la convalescence sera longue. Un traumatisme crânien ne guérit pas du jour au lendemain. Les filles n'avaient pas tout compris, mais elles avaient saisi l'essentiel. Leur maman était vivante, mais elle ne se réveillerait pas cette nuit-là. Maintenant, en les regardant dormir, Reed sortit son téléphone pour annuler sa présence à la réunion du lendemain. Il envoya également un texto à son assistante pour reprogrammer ses engagements des prochains jours. Pour la première fois depuis des années, le travail ne lui semblait plus si important. « Monsieur Mercé ?» Une infirmière d'âge mûr nommée Nancy apparut à la porte,
portant un badge nominatif. J'ai trouvé une chambre de repos pour les filles. Elle a un canapé-lit et une salle de bain privée. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que de rester ici. Reed se leva, reconnaissant. Merci Nancy, ça aide beaucoup. L'infirmière sourit. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un comme vous passer la nuit à l'hôpital pour s'occuper d'enfants. La plupart des cadres que j'ai rencontrés ont à peine le temps pour leur propre famille. Il y avait quelque chose dans son ton qui mit Reed légèrement mal à l'aise, comme s'il recevait des éloges qu'il ne méritait pas. Les situations extraordinaires appellent des mesures extraordinaires, répondit-il en essayant de paraître désinvolte. Nancy hocha simplement la tête, son regard laissant entendre qu'elle comprenait plus qu'il ne le disait. Reed se dirigea vers le canapé, hésitant à réveiller les filles qui avaient enfin trouvé un peu de repos après une journée aussi traumatisante. Doucement, il toucha l'épaule de June. Et, dit-il doucement, on a trouvé un meilleur endroit pour dormir. Toutes les trois se réveillèrent presque en même temps, dans cette synchronie mystérieuse qui semblait les relier. Un instant, elles parurent désorientées, jusqu'à ce que la réalité revienne. Elles étaient à l'hôpital, leur maman était en soins intensifs, et cet inconnu bien habillé était leur protecteur temporaire. « Maman s'est réveillée ?» demanda Maisie, pleine d'espoir. Reed secoua la tête. « Pas encore, ma puce, mais elle reçoit les meilleurs soins. » Reine se frotta les yeux endormis. « On peut la voir ?»« Pas encore, mais demain matin, on demandera. »« D'accord. » Elles hochèrent la tête, résignées. Reed les aida à se lever, remarquant à quel point elles étaient légères, presque trop fragiles pour des enfants de 5 ans. Elles suivirent Nancy dans le couloir silencieux jusqu'à une petite pièce où un canapé-lit était déjà préparé avec des draps propres et des oreillers. « Merci, » dit June à l'infirmière, surprenant Reed par sa politesse malgré l'épuisement et la situation. Nancy sourit. « De rien, ma puce. Il y a une salle de bain là. » Elle désigna une porte. « Et j'ai apporté des brosses à dents et des pyjamas du service de pédiatrie. Ils sont peut-être un peu grands, mais ils sont propres et confortables. » Après le départ de l'infirmière, Reed aida les filles à se préparer pour la nuit. C'était une expérience complètement nouvelle pour lui. Attacher des cheveux pour qu'ils ne gênent pas pendant le brossage des dents, vérifier si les pyjamas étaient bien mis, s'assurer que tout avait eu la chance d'aller aux toilettes. Quand les trois furent enfin installés sur le canapé-lit, Reed réalisa qu'il ne restait plus de place pour lui, à part 2 chaises inconfortables dans le coin de la pièce. Peu importe, il avait passé des nuits blanches pour bien moins que ça. « Tu ne vas pas dormir ?» demanda Maisie en le regardant. « Je resterai sur les chaises », répondit-il en essayant de paraître détaché. Les trois échangèrent des regards, ayant une de ces conversations silencieuses que seuls les frères et sœurs peuvent avoir. « Il y a de la place ici », dit June en se décalant pour lui faire une place sur le bord du canapé-lit. Reed hésita. « Pas besoin, je suis bien. »« Maman dort toujours avec nous quand on a peur », interrompit Reine, sa petite voix résolue. Cette simple déclaration le frappa avec une force inattendue. Bien sûr qu'elles avaient peur, leur monde entier s'effondrait, et il était tellement préoccupé par le maintien d'une distance professionnelle qu'il n'avait pas envisagé à quel point elles avaient besoin de réconfort. « D'accord », séda-t-il en s'asseyant sur le bord du canapé-lit. « Mais juste jusqu'à ce que vous vous endormiez. » Reine, la plus silencieuse des trois, le surprit en lui prenant la main. « Tu peux nous raconter une histoire ? Maman en raconte toujours une avant de dormir. » Reed déglutit difficilement. Des histoires. Il ne savait pas raconter d'histoires pour enfants. Son répertoire se limitait aux présentations PowerPoint et aux négociations de contrats. « Je ne connais pas vraiment beaucoup d'histoires pour enfants, » admit-il. « Inventant une, » suggéra Maisie, comme si c'était la chose la plus simple au monde. Reed prit une profonde inspiration, essayant de penser à quelque chose d'approprié pour des enfants de 5 ans. « D'accord, essayons. Il était une fois un homme très occupé, commença-t-il en improvisant. Il passait toute la journée à travailler dans son bureau, dans une haute tour, si haute que parfois il pouvait voir les nuages par la fenêtre. Était-il heureux ? demanda June, déjà investie dans l'histoire. Reed marqua une pause. Il pensait l'être. Il avait tout ce qu'il croyait nécessaire, une grande maison, des voitures de luxe, des vêtements chers. Mais avait-il une famille ? demanda Reine. La question le prit au dépourvu. Non, il vivait seul. Il n'avait pas le temps pour une famille. Alors il n'était pas vraiment heureux, conclut Maisie avec cette sagesse particulière des enfants. Reed continua, maintenant plus engagé dans l'histoire. Un jour, alors qu'il sortait du bureau, il trouva 3 oiseaux perdus au milieu de la ville.
Ils avaient froid et faim, et personne ne s'arrêtait pour les aider. Qu'a-t-il fait? Demanda Ren, les yeux brillants d'intérêt. Eh bien, au début, il allait passer son chemin. Il était en retard pour une réunion importante. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Peut-être la façon dont les oiseaux le regardaient, comme s'il savait que, malgré sa hâte, il pouvait aider. Les a-t-il aidés? June semblait sincèrement inquiète du sort des oiseaux fictifs. Reed sourit. Oui, il les a aidés. Il a emmené les oiseaux chez lui, les a nourris et leur a donné un endroit chaud pour dormir. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Quoi? Demandèrent les trois en même temps. Cette grande maison, qui avait toujours semblé si vide et si silencieuse, se sentit soudain comme un foyer. L'homme occupé réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas au travail, ni à l'argent, ni aux réunions. Il était juste là, à s'occuper de quelqu'un d'autre que lui-même. Les filles souriaient maintenant, déjà à moitié endormies, mais toujours attentives. Et sont-ils restés ensemble pour toujours? Demanda Ren en bâillant. Reed hésita, incertain de la fin. Je ne sais pas. Cette histoire est encore en train de s'écrire. C'était une réponse honnête. Il n'avait aucune idée de ce qui se passerait quand Sloan se réveillerait, ni quoi faire des sentiments étranges que ses filles éveillaient en lui. Il réalisa que toutes les trois s'étaient finalement endormies. Mais au lieu de se lever comme il l'avait prévu, Reed s'adossa au mur, tenant toujours la main de Ren. Il sortit son téléphone de sa main libre et, après un moment d'hésitation, envoya un email à son vice-président, Urgence familiale. Prends en charge les engagements de cette semaine. Détail plus tard. Urgence familiale. Ces mots le firent réfléchir. Ses filles n'étaient pas sa famille. Il ne savait même pas si elles étaient ses filles, bien que cette possibilité le tourmentât chaque fois qu'il les regardait. Sloan avait quitté sa vie il y a 8 ans, et il avait tourné la page, ou du moins c'est ce qu'il se disait. Finalement, épuisé par cette journée émotionnellement éprouvante, Reed s'endormit assis, tenant toujours la main de Ren. Il se réveilla des heures plus tard, tapoté doucement sur l'épaule. L'infirmière Nancy était de retour, portant un plateau de petit déjeuner. « Désolé de vous réveiller, monsieur Mercer », chuchota-t-elle, « mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être prendre un petit déjeuner avant que les filles ne se réveillent. » Reed se redressa prudemment pour ne pas déranger les enfants. Son cou lui faisait mal à cause de la position inconfortable dans laquelle il avait dormi, et son costume était froissé au-delà de toute réparation. « Merci Nancy », dit-il doucement en acceptant la tasse de café. « Des nouvelles de Sloan Archer ? Le médecin des soins intensifs viendra vous parler bientôt, mais elle est restée stable toute la nuit, ce qui est déjà un bon signe. » Reed hocha la tête, reconnaissant pour la mise à jour. « J'ai aussi apporté d'autres vêtements du service de pédiatrie, » continua Nancy en désignant un paquet sur la table, « et des vêtements de rechange pour vous provenant du vestiaire des dons. Ce ne sont pas des vêtements de marque, mais ils sont propres et devraient vous aller. » Il regarda les vêtements simples, un jean et un t-shirt gris basique. En temps normal, il ne porterait jamais une telle chose, mais les circonstances n'étaient pas normales. « Merci beaucoup Nancy, c'est très gentil. » L'infirmière sourit, et il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange d'approbation et de curiosité. « Vous savez, je travaille dans cet hôpital depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup de gens riches et puissants passer par ici. Peu font ce que vous faites. » Reed ne sut quoi répondre. Il n'était pas habitué aux compliments sur son caractère. Habituellement, on parlait de sa compétence, de son sens des affaires, de sa capacité à conclure des marchés difficiles. Jamais de gentillesse. « Je ne sais pas vraiment ce que je fais, pour être honnête, » admit la voix basse. Nancy haussa les épaules. « Les meilleures choses que nous faisons dans la vie sont rarement planifiées, monsieur Mercer. » Après le départ de l'infirmière, Reed sirota son café en regardant les filles dormir. Elle semblait si petite et vulnérable, et pourtant si confiante en sa protection. Cette pensée était à la fois terrifiante et étrangement réconfortante. 1 heure plus tard, les triplés commencèrent à se réveiller, presque en synchronie. D'abord Maisie, puis June, et enfin Ren, toutes se frottant les yeux endormis. « Bonjour », dit Reed en essayant de paraître joyeux. « On vous a apporté le petit déjeuner. » Les filles s'assirent, bâillant encore, regardant avec curiosité les plateaux, lait, pain grillé, confiture et fruits. Ce n'était pas luxueux, mais à la façon dont leurs yeux s'écarquillèrent, cela ressemblait à un festin. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda June, incrédule. Reed hocha la tête, perplexe devant leur réaction. « Oui, bien sûr. Vous devez bien manger. » Elles échangèrent de nouveau des regards, avec cette communication silencieuse, avant de commencer à manger, lentement d'abord,
puis plus avidement. Alors que Reed les regardait manger, June s'arrêta soudainement et le regarda sérieusement. « Est-ce qu'on va voir maman aujourd'hui ? » « Je l'espère. Le médecin viendra nous parler bientôt et nous demanderons, » répondit-il. « Et si elle ne se réveille pas ? » demanda Maisie, donnant voix à la peur qu'elle partageait toute. « Elle se réveillera, » répondit Reed avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. « Votre maman est très forte. Elle l'a toujours été. »« Comment connais-tu notre maman ? » demanda Ren, à l'improviste. Reed hésita. Que pouvait-il dire ? Comment expliquer la complexité de leur relation à des enfants de 5 ans ? Nous étions amis il y a longtemps, finit-il par dire. Avant qu'on naisse ? demanda June. Oui, avant votre naissance. Pourquoi n'êtes-vous plus amis ? Continua Maisie son interrogatoire. Reed prit une profonde inspiration. Parfois, les adultes se perdent de vue. La vie prend des directions différentes. Les filles semblèrent accepter cette explication, du moins pour le moment. Elles terminèrent leur petit déjeuner dans un silence relatif, ne chuchotant qu'occasionnellement entre elles. Après le petit déjeuner, Reed les aida à s'habiller avec les vêtements que Nancy avait fournis, des tenues simples mais colorées que les trois semblèrent apprécier. Une fois prête, le docteur Lauren Chen, médecin des soins intensifs, apparut enfin. C'était une femme à l'allure compétente, avec des yeux doux qui adoucissaient son expression sérieuse. Elle expliqua l'état de Sloan en termes simples, consciente que les enfants écoutaient. Votre maman se remet bien de l'opération. Ses signes vitaux sont stables, ce qui est excellent. Mais elle ne s'est toujours pas réveillée, ce qui est normal compte tenu du traumatisme crânien qu'elle a subi. « On peut la voir ?» demanda Maisie en tenant la main de Reed. Le docteur Chen hésita. Normalement, les enfants ne sont pas autorisés en soins intensifs. « S'il vous plaît, supplia June. Juste un petit peu. On promet d'être sage. » Le médecin regarda Reed, qui hocha légèrement la tête. « Ce serait important pour elle, dit-il. Après un traumatisme comme celui-ci, voir leur mère, même si elle est inconsciente, pourrait aider. » Le docteur Chen soupira. « D'accord. 5 minutes, pas plus. Et vous devez être très calme. » En se dirigeant vers les soins intensifs, Reed sentit les mains des triplés s'agripper aux siennes, Maisie et June tenant chacune une main, et Ren juste derrière, agrippant sa chemise. Elles étaient nerveuses, mais déterminées. Les soins intensifs étaient un environnement intimidant, plein de machines qui bipaient, de lumières clignotantes et de personnel médical en mouvement constant. Les filles se blottirent plus près de Reed, cherchant protection contre l'inconnu. Lorsqu'elles atteignirent le lit de Sloan, elles se figèrent un instant, choquées par la vue. Leur mère, qui leur paraissait toujours si forte, avait l'air pâle, reliée à des tubes et des fils. Une partie de sa tête était bandée et des ecchymoses étaient visibles sur son visage. Reed sentit son propre cœur se serrer. Même après 8 ans, même après toute la douleur de la séparation, voir Sloan ainsi l'affectait profondément. « Est-ce qu'elle nous entend ?» chuchota Ren, à peine audible. « Certaines études suggèrent que oui, » répondit gentiment le docteur Chen. Lui parler ne peut qu'aider. Encouragées, les filles s'approchèrent du lit. June, toujours la plus audacieuse, parla la première. « Salut maman, on est là, » dit-elle doucement en touchant la main de Sloan. « Monsieur Reed s'occupe de nous. Il nous a acheté des manteaux et on a pris le petit déjeuner avec du lait et du pain grillé. » Maisie rejoignit sa sœur. « On a dormi sur un grand canapé et il nous a raconté une histoire d'oiseau perdu. »« Il faut que tu te réveilles vite, » ajouta Ren, la voix légèrement tremblante. « Tu nous manques. » Reed regardait la scène, se sentant comme un intrus dans ce moment familial intime. 3 petites filles sur fond clinique des soins intensifs, parlant à leur mère inconsciente. Il y avait quelque chose de si pur, de si honnête, qu'il dut détourner le regard, sentant ses yeux brûler. Quand leur temps fut écoulé, ils retournèrent dans la petite salle d'attente. Les filles étaient silencieuses, traitant l'expérience. Reed essaya de les encourager, promettant qu'elles pourraient revenir plus tard, que leur maman était entre de bonnes mains, que tout irait bien. Pendant le déjeuner à la cafétéria de l'hôpital, Maisie regarda soudain Reed avec des yeux bien trop sages pour son âge. « On n'a pas d'argent, tu sais, » dit-elle sans détour. « Maman ne travaille plus depuis un moment. » Reed marqua une pause, décontenancé par sa franchise. « Parfois, on n'avait pas assez à manger, » ajouta June en regardant son assiette pleine comme si c'était quelque chose de précieux. Maman disait qu'elle avait déjà mangé, mais c'était juste pour qu'on puisse manger sans s'inquiéter. La sincérité de leurs paroles le frappa comme un coup de poing.
Dans son esprit, il imaginait Sloan, autrefois si pleine de rêves et de détermination, sautant des repas pour que ses filles puissent manger, pendant que lui dînait dans des restaurants chics et se plaignait quand le vin n'était pas à la bonne température. Elle travaille très dur, tu sais, dit Reine doucement mais clairement. Elle coud des vêtements pour les gens, fait la lessive aussi. Mais même comme ça, il n'y a pas assez d'argent. Reed déglutit difficilement, sentant quelque chose coincé dans sa gorge. Vous avez eu faim ? La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Toutes les trois secouèrent la tête, presque à l'unisson. Pas vraiment faim, expliqua June. Maman trouvait toujours un moyen. Mais parfois, c'était juste de la soupe instantanée pendant des jours. Alors que les filles retournaient à leur repas, discutant maintenant de sujets enfantins, Reed resta immobile, absorbant la réalité qu'elle venait de décrire. Il ressentit avec une clarté douloureuse ce qu'avait été la vie de Sloan. Il regarda les trois petites filles devant lui, si petites, si résilientes, et pourtant si vulnérables. Alors il sut, avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, il ne pourrait jamais oublier cela. Il ne pourrait jamais retourner à sa vie confortable et détachée et prétendre qu'il ne savait pas. Quelque chose avait changé en lui, irréversiblement. L'homme qui était entré dans cet hôpital la veille, préoccupé par les contrats et les réunions, n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un qui commençait à voir au-delà de lui-même, quelqu'un qui ne voulait plus vivre dans l'indifférence. « Vous ne revivrez plus jamais ça », dit-il doucement, plus à lui-même qu'à elle. « Je vous le promets. » Les filles levèrent les yeux, surprises par l'intensité de sa voix. À cet instant, même sans comprendre pleinement, elles sentirent que quelque chose d'important s'était produit, quelque chose qui allait tout changer. Une semaine s'était écoulée depuis l'accident. Reed avait transformé la suite d'amis de son appartement en une chambre improvisée pour les triplés, avec 3 petits lits livrés le jour même où il les avait ramenés à la maison. La pièce, autrefois impersonnelle et froide comme le reste de son appartement, avait maintenant des murs décorés de dessins colorés, des jouets soigneusement rangés dans des boîtes et une lampe veilleuse qui projetait des constellations au plafond. La vie de Reed, autrefois si méticuleusement organisée, suivait désormais un nouveau rythme, celui de 3 fillettes de 5 ans. Le petit déjeuner est prêt, appela-t-il un samedi matin, en posant des crêpes au sirop de chocolat sur la table de la cuisine, chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire, considérant que son petit déjeuner se résumait autrefois à un expresso avalé en consultant ses emails. Le bruit de petits pas résonna dans le couloir, en quelques secondes, les 3 apparurent, encore en pyjama, les cheveux en bataille, des sourires endormis sur leurs visages. « Il y a du chocolat !» s'exclama Maisie, la première à atteindre la table. « Tenez-vous droite !» leur rappela gentiment Reed en versant du jus d'orange dans 3 tasses colorées, autre nouveauté dans sa maison puisque tous ses verres étaient en cristal, inadaptés aux petites mains. C'était surprenant la rapidité avec laquelle il s'était adapté à cette nouvelle routine. Se lever plus tôt pour préparer le petit déjeuner, aider pour les bains et choisir les vêtements, brosser 3 têtes de cheveux bouclés, une compétence qu'il avait apprise grâce à des tutoriels en ligne. Les conduire à l'hôpital pour rendre visite à leur mère tous les jours, lire des histoires avant de dormir. « On va voir maman aujourd'hui ?» demanda June, toujours la plus pragmatique. « Oui, après le déjeuner » répondit Reed. « Rappelez-vous, le docteur a dit qu'elle allait beaucoup mieux. » Les 3 hochèrent la tête. Sloan était sorti des soins intensifs depuis 3 jours, transférée dans une chambre privée dont Reed s'était assuré qu'elle était la meilleure de l'hôpital. Elle ne s'était toujours pas complètement réveillée, mais les médecins étaient optimistes, elle réagissait aux stimuli, ses signes vitaux continuaient de s'améliorer. « On prend le dessin qu'on a fait ?» demanda Ren, la plus silencieuse des 3, mais qui semblait s'ouvrir davantage chaque jour. « Bien sûr », sourit Reed. « Je suis sûr qu'elle va adorer quand elle se réveillera. » Après le petit déjeuner, la routine reprit. Reed supervisa le brossage des dents, encore une bataille occasionnelle, aida à choisir les vêtements, puis vint la partie qu'il préférait, le moment de jouer. Au début, il n'avait pas su comment interagir avec des enfants. Ses neveux le voyaient rarement et il était toujours l'oncle qui apportait des cadeaux chers mais ne restait jamais pour jouer. Maintenant, il était assis sur le tapis du salon, construisant un fort avec des oreillers et des couvertures. Plus haut de ce côté, dirigea June, l'architecte naturel du groupe. « Il nous faut un drapeau », déclara Maisie, toujours attentive aux détails. Ren regardait simplement en souriant, avant de sortir une écharpe colorée de son petit sac à dos. « Et ça ? » ?»« Parfait. » Reed prit l'écharpe et l'attacha à un crayon, le plaçant au sommet de leur fort de fortune. Voir la joie dans leurs yeux le surprenait encore. Comment pouvait-elle s'amuser autant avec des choses si simples ?
Lui qui dépensait des fortunes en restaurants gastronomiques et voyages de luxe n'avait jamais connu le bonheur pur qu'il ressentait maintenant en jouant à cache-cache ou en inventant des histoires sur le champ. Parfois, au milieu de ces jeux, Reed était frappé par la prise de conscience qu'il pourrait être leur père. Les dates ne coïncidaient pas parfaitement. Sloan avait disparu il y a 8 ans et les filles en avaient 5, mais la question persistait, surtout quand il remarquait de petits gestes ou expressions qui lui rappelaient lui-même. Après le déjeuner aux des pâtes à la sauce tomate, autre nouvelle addition au menu de Reed, ils se préparèrent à aller à l'hôpital. C'était une routine que les filles prenaient très au sérieux. Chacune choisissait un objet à apporter dans la chambre de leur mère pour rendre l'endroit plus joli pendant qu'elle dort, avait expliqué Maisie le premier jour. Aujourd'hui, Maisie portait une fleur en plastique qu'elle avait reçue à la boutique de cadeaux de l'hôpital. June avait choisi une photo qu'ils avaient prise au parc 2 jours plus tôt, et Ren, toujours surprenante, apportait un petit oiseau en origami que Reed lui avait appris à plier. Dans la voiture, la conversation coulait désormais naturellement. Les filles avaient surmonté leur timidité initiale et bavardaient sans arrêt, racontant des histoires, posant des questions, chantant parfois des chansons pour enfants que Reed connaissait maintenant par cœur. Monsieur Reed, appela Ren depuis la banquette arrière. Elle l'appelait toujours Monsieur Reed, malgré ses tentatives pour les convaincre d'abandonner le titre. Oui, Ren. Quand maman se réveillera, est-ce qu'on pourra toujours venir te voir? La question le prit au dépourvu. Il n'avait pas beaucoup réfléchi à l'après. Il était tellement concentré sur le fait de s'occuper d'elle pendant que Sloan se rétablissait qu'il avait évité d'envisager ce qui se passerait une fois qu'elle serait réveillée. Bien sûr, répondit-il automatiquement, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir 3 paires d'yeux attentifs. Si ta maman le permet. Bien sûr qu'elle le permettra, dit June avec assurance. Maman dit toujours qu'il faut garder les bonnes personnes près de soi. Et tu es vraiment cool, ajouta Maisie. La façon dont tu fais des crêpes au chocolat. Reed sourit, sentant cette oppression désormais familière dans sa poitrine, un mélange d'affection et de peur qui l'accompagnait depuis que ces 3 petites silhouettes étaient entrées dans sa vie. À l'hôpital, ils suivirent le chemin désormais familier jusqu'à la chambre de Sloan. Les infirmières les saluaient par leur nom, certaines s'arrêtant même pour discuter avec les filles. Reed remarqua comment tout le monde souriait en les voyant tous les 4 ensemble, le cadre toujours bien habillé, bien que maintenant souvent avec des taches de peinture ou de chocolat sur ses manches, et les 3 petites filles identiques le suivant comme des canetons. La chambre avait l'air telle qu'il l'avait laissée la veille, décorée des dessins des filles, de fleurs fraîches que Reed apportait quotidiennement et de petits objets colorés qui rendaient l'environnement moins clinique. Sloan avait meilleure mine, la couleur revenait sur son visage et les ecchymoses s'estompaient. Le médecin avait dit à Reed plus tôt ce matin-là par téléphone que son activité cérébrale se normalisait. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne reprenne pleinement conscience. Les filles commencèrent immédiatement leur routine habituelle, arranger les fleurs, montrer les nouveaux cadeaux, puis, une par une, s'asseoir sur la chaise à côté du lit de Sloan pour lui raconter leur journée. Reed regardait depuis le seuil, leur laissant leur moment. C'était fascinant comme elle parlait si naturellement, comme si Sloan pouvait répondre. Elle bavardait du petit déjeuner, de leurs jeux, des nouveaux vêtements que Reed avait achetés et de la glace qu'elles avaient mangée au parc. Quand elles eurent fini, Reed s'approcha également. C'était devenu une partie de la routine ces derniers jours. Il s'asseyait brièvement et disait quelques mots à Sloan. « Elles vont bien », dit-il doucement pendant que les filles organisaient leurs dessins sur la petite table. « Elles sont en sécurité et heureuses, je crois. Je fais de mon mieux. » Cela lui paraissait étrange de lui parler ainsi après si longtemps. Il y avait tant de questions qu'il voulait lui poser, tant de choses qu'il avait besoin de comprendre, mais pour l'instant, cela devrait attendre. Plus tard, de retour à l'appartement, Reed préparait le dîner pendant que les filles regardaient un dessin animé. La scène domestique le surprenait encore parfois. Comment sa vie avait changé si complètement en une semaine à peine. « L'heure du bain », annonça-t-il après le dîner, accueilli par les protestations habituelles qui se transformèrent rapidement en rire une fois que le jeu du monstre à bulles commença. Au coucher, les 3 étaient déjà dans leur lit, attendant l'histoire du soir. C'était la partie préférée de la routine de Reed, voir comment elle s'asseyait tranquillement, les yeux brillants à chaque rebondissement du récit, posant des questions intelligentes au milieu de la narration. Alors, le prince réalisa que le vrai trésor n'était pas l'or ou les bijoux, continua Reed, inventant l'histoire au fur et à mesure, mais les amis qu'il s'était fait en chemin. Comme nous et toi, dit Ren, ensommeillé, le surprenant par son observation. Oui, on est ton trésor maintenant, acquiesça Maisie en bâillant. June, déjà à moitié endormie, murmura, et tu es le nôtre.
Reed sentit son cœur s'emballer à ces simples mots enfantins. Parce qu'ils étaient vrais. Ces 3 filles étaient devenues son trésor, comblant un vide dont il n'avait même pas soupçonné l'existence. Plus tard, assis seul sur le canapé avec un verre d'eau, il était passé de son whisky habituel à des boissons plus douces depuis l'arrivée des filles. Reed réfléchit à la semaine écoulée. Comment de petites routines, brosser les dents, raconter des histoires, visiter l'hôpital, avaient créé des liens plus forts que des années de relations adultes dans sa vie. Les filles lui faisaient confiance maintenant. Elles le cherchaient quand elle se blessait, riaient de ses blagues idiotes, s'endormaient paisiblement en sachant qu'il serait là le matin. Et Reed, pour la première fois depuis longtemps, se sentait sincèrement utile. Pas pour son argent ou son influence, mais simplement pour sa présence, pour être quelqu'un qui écoutait, qui jouait, qui se souciait. Le téléphone de Reed sonna tard dans la nuit, le tirant de la sieste dans laquelle il avait glissé sur le canapé. Le nom de l'hôpital s'afficha à l'écran, faisant battre son cœur. « Allô ?» répondit-il en se redressant. « Monsieur Mercé, c'est le docteur Patel. Nous avons de bonnes nouvelles. Madame Archer commence à reprendre connaissance. Nous avons pensé que vous voudriez peut-être être ici. » Reed jeta un coup d'œil à l'horloge, 23h37. Les filles dormaient depuis des heures. « J'arrive, dit-il sans hésitation. Puis-je amener ces filles ? Il y eut une brève pause. Eh bien, normalement, les enfants ne sont pas autorisés après les heures de visite, mais étant donné les circonstances, nous ferons une exception. Veuillez les garder calmes. Bien sûr. Merci, docteur. Reed raccrocha et prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Sloan se réveillait. Après une semaine dans le coma, elle revenait enfin à elle. Le flot de soulagement qu'il ressentit fut si écrasant qu'il dut s'asseoir à nouveau un instant. Il se leva, décidé, et se rendit dans la chambre des filles. Dans l'obscurité, il distinguait leurs petites silhouettes endormies dans leur nouveau lit. Il hésita une seconde. Peut-être valait-il mieux les laisser dormir et y aller seul. Mais non. Elles méritaient d'être là quand leur maman ouvrirait les yeux. Les filles, appela-t-il doucement en allumant la lampe de chevet. Réveillez-vous. J'ai de bonnes nouvelles. Reine fut la première à ouvrir les yeux, suivie de Maisie, puis de June. Elle semblait confuse, clignant des yeux à la lumière douce. « Que se passe-t-il » demanda June, la voix rauque de sommeil. « Votre maman est en train de se réveiller, dit-il. » Et comme par magie, la somnolence quitta leurs yeux, remplacée par une excitation instantanée. « Maintenant » Maisie se redressa, rejetant déjà les couvertures. « Oui, maintenant. Le docteur vient d'appeler. On va la voir ?» En quelques minutes, toutes les 3 étaient habillées. Pyjama encore sous leur manteau, baskets enfilées à la hâte, cheveux sommairement brossés. Reed n'avait jamais vu des enfants se préparer aussi vite. Dans la voiture, toute somnolence persistante avait disparu, remplacée par une excitation quasi frénétique. « Est-ce que maman va rentrer à la maison avec nous » demanda Reine depuis la banquette arrière. « Pas tout de suite » expliqua Reed, gérant les attentes. « Elle devra encore rester à l'hôpital quelques jours pour s'assurer que tout va bien. Mais c'est un grand pas. Est-ce qu'elle se souviendra de nous ?» La voix de Maisie contenait une inquiétude qui serra le cœur de Reed. « Bien sûr qu'elle s'en souviendra » la rassura-t-il. « Elle ne pourrait jamais vous oublier. » « Mais le docteur a dit qu'elle s'est cogné la tête » souligna June, pragmatique comme toujours. À la télé, les gens oublient tout quand ils se cognent la tête. Reed sourit malgré la tension. La vraie vie est différente de la télé. Maman sera peut-être un peu confuse au début, mais je suis sûr qu'elle vous reconnaîtra. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il était nerveux aussi. Pas à propos de la possibilité que Sloan oublie les filles, mais à propos du moment inévitable où elle le reconnaîtrait, lui. Comment réagirait-elle en le voyant après 8 ans ? Que dirait-elle en apprenant qu'il s'était occupé de ses filles ? Ils arrivèrent à l'hôpital en un temps record. Nancy, l'infirmière qui s'était prise d'affection pour les filles, attendait à la réception malgré leur tardive. « Bonjour les petites » sourit-elle en s'accroupissant à leur hauteur. « Votre maman commence à se réveiller, mais nous devons être très silencieux et calmes, d'accord ? Elle est encore fragile. » Les 3 hochèrent la tête solennellement, leur visage adoptant des expressions d'un sérieux presque comique. « Comment va-t-elle » demanda Reed alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur. « Mieux que prévu » dit doucement Nancy. Elle a ouvert les yeux plusieurs fois, mais elle est encore assez confuse. Elle a reconnu son nom, ce qui est un excellent signe. Le docteur Patel les attendait dans le couloir de l'unité d'hospitalisation. Son visage était fatigué, mais avec un soupçon de sourire.
Monsieur Mercé, les filles, salua-t-il. Votre mère entre et sort de la conscience, ce qui est normal à ce stade. Quand nous entrerons, parlez doucement et lentement. Les lumières vives et les bruits forts peuvent la déranger. Reed serra la main de Ren, qui semblait la plus nerveuse des trois. Tout ira bien, lui chuchota-t-il, et elle hocha légèrement la tête. La pièce était faiblement éclairée, seulement par la douce lueur de la lampe de chevet et des moniteurs. Sloan reposait dans le même lit où elle avait passé la semaine écoulée, mais quelque chose était différent. Ses yeux étaient ouverts, fixant vaguement le plafond. Les filles se figèrent à la porte, soudainement timides, ou peut-être effrayées par l'apparence de leur mère dans cet état. Reed sentit Ren lui serrer la main plus fort. « Allez-y », encouragea-t-il doucement. « Elle veut vous voir. » June fut la première à bouger, toujours la plus courageuse. Elle s'approcha lentement du lit, ses sœurs juste derrière elle. « Maman », appela-t-elle doucement. Le visage de Sloan se tourna vers la voix, ses yeux d'abord flous, puis devenant plus nets alors qu'elle reconnaissait sa fille. « June !» Sa voix était rauque, presque un murmure. « Oui, c'est moi. » June ne put contenir son excitation, s'approchant davantage. « Nous aussi !» intervint Maisie, entraînant Ren avec elle. Les yeux de Sloan s'écarquillèrent légèrement, se remplissant de larmes à la vue de ses trois filles. Sa main tremblante se leva pour toucher le visage de June, puis se déplaça doucement vers les deux autres. « Mes filles » murmura-t-elle. « Vous allez bien ?»« Oui » répondit Maisie. « Monsieur Reed s'est occupé de nous. Il est très gentil. » C'est alors que Sloan remarqua la grande silhouette debout à quelques pas derrière ses filles. Reed vit le moment exact où elle le reconnut. Le choc dans ses yeux, la confusion, l'incrédulité. « murmura-t-elle, son nom une question entière. Il fit quelques pas prudents, incertain de la marche à suivre. 8 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre. 8 ans de silence, de questions sans réponse et d'une douleur qui n'avait jamais complètement guéri. « Salut Sloan », dit-il simplement. Elle le regarda, puis les filles, comme si elle essayait de comprendre le lien improbable entre eux. « Monsieur Reed nous a acheté des manteaux », expliqua Ren, brisant le silence tendu. « Et de la nourriture, et il nous a laissé rester chez lui », ajouta June. « On a notre propre chambre là-bas. Il vient te voir tous les jours à l'hôpital », termina Maisie. Sloan fixa Reed avec une expression difficile à déchiffrer. Surprise, confusion, peut-être gratitude, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le docteur Patel entra à ce moment-là, désamorçant la tension. « Comment vous sentez-vous, Madame Archer ?» demanda-t-il en vérifiant les moniteurs. « Confuse », répondit-elle, regardant toujours Reed. « Quoi ? Comment ? Peut-être devrions-nous parler en privé », suggéra le médecin en jetant un coup d'œil aux filles. « Nancy, pourriez-vous emmener les enfants prendre un chocolat chaud pendant que je parle avec Madame Archer et Monsieur Mercé ?» Nancy hocha la tête, tendant les mains vers les filles. « Venez les petites, laissons votre maman se reposer un peu et nous reviendrons tout de suite avec du chocolat chaud. » Les triplés regardèrent Sloan, hésitant à partir maintenant qu'elle l'avait enfin retrouvé. « Juste un petit moment », les rassura Sloan, sa voix plus forte maintenant. « Vous pourrez revenir bientôt, promis. » Après des baisers et des câlins prudents, les filles suivirent Nancy, laissant un lourd silence dans leur sillage. Le docteur Patel expliqua brièvement l'état de santé de Sloan, l'accident, les blessures, l'opération, la semaine de coma. Il parla de sa guérison étonnamment bonne compte tenu de la gravité, mais souligna qu'elle avait besoin de plusieurs jours supplémentaires à l'hôpital et de semaines de repos à la maison. Pendant que le médecin parlait, Reed remarqua que les yeux de Sloan ne le quittaient jamais, comme si elle ne pouvait toujours pas croire qu'il était réellement là. « Bien, je vais vous laisser seul quelques minutes », conclut le docteur Patel. « Ne la fatiguez pas trop, Monsieur Mercé. Madame Archer a encore besoin de beaucoup de repos. » Quand la porte se referma, le silence devint presque palpable. Reed s'approcha du lit, s'asseyant sur la chaise où il avait passé tant d'heures la semaine précédente. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, faute de mieux à dire. « Comme si j'avais été heurté par un camion », répondit-elle avec un faible sourire ironique, le surprenant par son humour. Puis, plus sérieusement, « Les filles, elles sont vraiment avec toi ?» Reed hocha la tête. « Oui, elles restent avec moi. Je me suis occupé d'elles. » Il vit ses yeux se remplir à nouveau de larmes, chose qui n'arrivait presque jamais à l'époque où il la connaissait. Elle avait toujours été forte, indépendante, trop fière pour montrer sa vulnérabilité. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Elles avaient besoin d'aide » répondit simplement Reed.
Personne d'autre n'est venu. Sloan ferma les yeux un instant, une larme s'échappant et glissant sur sa joue. Quand elle les rouvrit, il reflétait un mélange d'émotions, gratitude, mais aussi anxiété. « Merci, dit-elle doucement. Puis, après un moment, tu es resté. » Ce n'était pas exactement une question, mais il y avait une incrédulité dans sa voix qui frappa Reed, comme si l'idée que quelqu'un, que lui choisisse de rester lui était étrangère maintenant. « Rester était le seul bon choix que j'ai fait depuis longtemps, répondit-il, surpris par l'honnêteté de ses propres mots. Un silence plana entre eux, pas entièrement inconfortable, mais lourd de questions non posées. Reed commença-t-elle, mais sa voix faiblit. Elle prit une profonde inspiration et essaya à nouveau. « Tu dois te poser des questions sur tout ?» Il hocha la tête. « J'ai quelques questions, oui. Mais nous n'avons pas à en parler maintenant. Tu viens de te réveiller d'un coma. » « Non, dit-elle, le regard fixé sur lui. « J'ai besoin que tu comprennes. Après être partie, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Elle marqua une pause. « Elles ne sont pas de toi, si c'est ce que tu penses. J'ai rencontré quelqu'un d'autre 3 mois plus tard. Je pensais pouvoir tourner la page. » Reed absorba l'information, ressentant un étrange mélange de soulagement et de déception. Après une semaine à s'occuper des filles, il avait commencé à les imaginer comme faisant partie de sa vie. « Leur père, il est parti quand il a découvert que j'étais enceinte, » l'interrompit Sloan avant qu'il ne puisse finir. Et quand le médecin a dit que c'était des triplés, il était déjà dans un autre état. Je ne l'ai jamais revu. Reed sentit de la colère envers cet homme inconnu, ce père absent qui avait abandonné Sloan et 3 enfants innocents. « Je suis désolé, dit-il. Et il le pensait. J'ai continué, poursuivit-elle, les yeux dans le vague comme si elle revivait ses souvenirs. Au début, c'était presque impossible. 3 bébés d'un coup, pas d'aide, pas assez d'argent. Mais on se débrouille, n'est-ce pas? J'ai fait ce que je devais faire. » Reed écoutait, conscient qu'il avait un aperçu de la vie qu'elle avait bâtie sans lui pendant ces 8 années où ils avaient été séparés. « J'ai travaillé autant que j'ai pu pendant ma grossesse, puis avec les filles. Je faisais tout ce que je pouvais, lessive, couture, ménage, quand je trouvais quelqu'un pour les garder. » Sa voix devenait plus assurée à mesure qu'elle racontait son histoire, comme si le fait de la raconter lui donnait de la force. Parfois, il n'y avait pas assez pour le loyer et la nourriture. Je choisissais la nourriture, bien sûr. Je négociais avec le propriétaire, promettais de payer le double le mois suivant. Reed essayait d'imaginer Sloan, brillante, fière, autrefois si pleine de rêves, confrontée à de telles difficultés, seule. « Les filles n'ont jamais eu d'assurance maladie, continua-t-elle. Je n'ai jamais eu d'emploi formel après leur naissance. Qui embaucherait une mère célibataire avec des triplés? Alors je priais pour qu'aucune d'elles ne tombe malade. Quand c'est arrivé, j'utilisais des remèdes de grand-mère ou je suppliais les faveurs de médecins que je connaissais. Elles m'ont dit Reed doucement, que tu sautais des repas pour qu'elles puissent manger. » Sloan ferma brièvement les yeux, et Reed vit la douleur sur son visage. « Elles ont remarqué. Je pensais l'avoir bien caché. Les enfants voient plus que ce que l'on croit. » Elle hocha lentement la tête. Nous manquions de tout, sauf d'amour pour elle. Sa voix était ferme malgré les larmes qui brillaient dans ses yeux. Les nuits les plus difficiles, quand je doutais que nous allions passer le mois, je les regardais dormir et je pensais, je ne peux pas abandonner. Je n'en ai pas le droit. Alors je me levais le lendemain et j'essayais à nouveau. Reed écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque bribe de la vie qu'elle avait menée sans lui. Une vie dure, de sacrifices constants, mais aussi une vie d'amour immense qui la faisait tenir. « Pourquoi n'as-tu pas demandé d'aide ?» finit-il par demander. « Ta famille, tes amis, moi ?» Sloan le regarda, ses yeux portant une vieille blessure, ou peut-être de la résignation. « Ma famille, ma mère vit loin et elle a des problèmes de santé. Elle a déjà assez de soucis comme ça. Je ne pouvais pas lui imposer ça en plus. Quant à toi ?» Elle détourna le regard. « Je pensais que tu ne voulais plus de moi dans ta vie. » Reed sentit qu'il y avait plus dans l'histoire, quelque chose qu'elle ne disait pas. Mais avant qu'il ne puisse demander, la porte s'ouvrit et les triplés revinrent, tenant des tasses de chocolat chaud et parlant tout en même temps de la machine à bonbons que Nancy leur avait montrée. Reed recula, laissant de l'espace à Sloan pour ses filles. Il regarda leur interaction, l'amour dans les yeux de Sloan, la joie des filles de l'avoir retrouvée, et ressentit une profonde prise de conscience. Cette femme qu'il avait autrefois aimée de tout son cœur avait affronté une adversité qui en briserait beaucoup, abandon, pauvreté, la responsabilité écrasante d'élever seuls 3 enfants.
N'importe lequel de ces fardeaux pouvait être trop lourd, tous ensemble semblaient impossibles. Mais Sloan n'avait pas seulement survécu. Elle avait protégé ses filles, s'assurant qu'elles se sentent aimées et en sécurité, même quand elles n'avaient guère plus que l'espoir auquel s'accrocher. Elle ne s'était pas effondrée. Elle n'était pas amère. N'avait pas abandonné. N'avait pas laissé les circonstances définir qui elle était ou quel genre de mère elle serait. Elle s'était adaptée, avait trouvé de la force là où d'autres n'auraient vu que du désespoir, transformé chaque infime chance en quelque chose qui pouvait nourrir non seulement les corps, mais aussi les esprits. En la regardant maintenant, souriant aux filles malgré la douleur physique, malgré la lueur de peur dans ses yeux chaque fois qu'elle le regardait, Reed ressentit une admiration qui dépassait tout ce qu'il avait jamais ressenti auparavant, même l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. « Maman, Monsieur Reed a dit qu'on pouvait apporter nos dessins demain pour décorer ta chambre », disait Maisie, complètement inconsciente de l'intensité du moment. « Ce serait merveilleux, ma chérie », répondit Sloan en touchant doucement le visage de sa fille. Reed resta un peu à l'écart, se sentant à la fois partie de ce petit cercle familial et observateur extérieur. Les questions étaient toujours là. Pourquoi était-elle vraiment partie? Que s'était-il passé pendant ces 8 années? Y avait-il une place pour lui dans leur vie maintenant? Mais elle pouvait attendre. Pour l'instant, il suffisait de savoir que Sloan était vivante, consciente, et qu'il avait d'une manière ou d'une autre retrouvé son chemin dans son orbite, même si ce n'était que temporairement. Le reste, l'avenir, restait à écrire. 3 jours s'écoulèrent après que Sloan eut repris connaissance. Sa guérison impressionna les médecins. Chaque jour, elle regagnait plus de force, plus de clarté mentale et plus de couleur sur ses joues autrefois pâles. Le docteur Patel parlait de la sortir la semaine suivante, à condition qu'elle bénéficie de soins à domicile appropriés. Reed avait établi une routine. Le matin, il emmenait les filles pour une visite rapide avant l'école, qu'elles avaient reprise le lundi. L'après-midi, après les avoir récupérées, elle revenait pour une visite plus longue, apportant de nouveaux dessins, des histoires de leur journée et des collations partagées. Parfois, Reed laissait les triplés avec Sloan pendant qu'il s'occupait d'affaires professionnelles, donnant ainsi du temps à la mère et aux filles. Cet après-midi ensoleillé, Nancy suggéra que les filles jouent dans le jardin de l'hôpital. L'air frais leur fera du bien, commenta-t-elle, et Madame Archer pourrait avoir besoin d'un peu de calme. Reed était d'accord, les filles devenaient agitées, confinées dans la chambre d'hôpital, et Sloan, bien qu'elle ne se plaignît jamais, paraissait fatiguée après des jours de visites animées. « Qui veut aller jouer dans le jardin ?» demanda-t-il une fois que les filles eurent fini de montrer à Sloan leurs travaux scolaires. « Moi !» s'exclama immédiatement Maisie. « Y a-t-il des papillons ?» demanda Ren, toujours fasciné par les petites créatures. « Probablement, » sourit Reed. « Allons voir. »« Allez-y, mes petites » encouragea Sloan depuis le lit. « Ensuite, racontez-moi tout sur les papillons. » Nancy proposa de les accompagner. « Je connais un coin avec des fleurs que les papillons adorent, » dit-elle en tendant les mains à Ren et Maisie, tandis que June serrait son petit carnet de croquis pour dessiner tout ce qu'elle verrait. Après leur départ, un silence confortable s'installa dans la pièce. Reed s'assit sur la chaise à côté du lit, regardant Sloan qui contemplait la fenêtre d'où elle pouvait voir une partie du jardin. « Elles sont heureuses, » dit Sloan. « Tu as été merveilleux avec elles. »« Ce sont des enfants incroyables, » répondit Reed. « Intelligentes, gentilles, pleines de vie. Tu as fait un travail extraordinaire, Sloan. » Elle sourit, un petit sourire sincère. « J'ai fait ce que j'ai pu. Ce n'était pas toujours suffisant. »« C'était plus que suffisant, » insista-t-il. « Elles en sont la preuve. » Il regarda vers le jardin où les filles couraient maintenant après quelque chose, probablement un papillon, sous l'œil vigilant de Nancy. C'était le moment, peut-être le seul moment calme qu'ils auraient pendant un certain temps. « Sloan, » commença-t-il, la voix plus sérieuse. « Il y a quelque chose que je dois te demander. Quelque chose que je porte en moi depuis 8 ans. » Elle se tourna vers lui, et Reed vit dans ses yeux qu'elle savait déjà ce qui allait arriver. Pourtant, elle hocha la tête, se préparant. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» La question flotta entre eux, presque tangible par sa simplicité et le poids qu'elle portait. Sloan détourna le regard, fixant à nouveau le jardin comme si elle cherchait de la force dans la vue de ses enfants jouant en toute insouciance. « Pendant longtemps, » commença-t-elle lentement, « j'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. La seule chose à faire. »« Mais pourquoi ?» insista Reed. « Nous étions heureux. Du moins, je le pensais. Nous parlions de nous marier, de construire une vie ensemble. Puis, du jour au lendemain, tu avais tout simplement disparu. »
Sloan ferma brièvement les yeux, et quand elle les rouvrit, Reed y vit une vieille douleur, une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. 2 semaines avant mon départ, ton père m'a invité à déjeuner, dit-elle enfin. Mon père? Reed sentit un frisson. Douglas Mercer n'était pas un homme de gestes spontanés. Chaque mouvement, chaque parole qu'il prononçait avait un but calculé. Oui, Douglas. Il a dit qu'il voulait mieux me connaître, puisque tu parlais de notre avenir ensemble. J'ai trouvé ça étrange, mais j'étais heureuse. Je me suis dit qu'il m'acceptait enfin. L'estomac de Reed se noua. Que s'est-il passé à ce déjeuner? Au début, c'était agréable, je suppose. Il était charmant, parlait de toi, de sa fierté, s'enquérait de mes études, de mes projets de carrière. Puis, Sloan marqua une pause, visiblement mal à l'aise avec le souvenir. Puis il a changé. Subtilement, au début. Il a commencé à poser des questions sur ma famille, mes finances, mes relations dans le monde des affaires. Reed ferma les yeux, anticipant déjà la suite. Il m'a humilié, Reed, poursuivit Sloan, la voix légèrement tremblante. Il était si raffiné dans sa manière de faire. Au début, je n'ai même pas réalisé ce qui se passait. Avec cette politesse impeccable, ce sourire glacial, il m'a dit des choses qui ont anéanti chaque parcelle de confiance que j'avais. Qu'a-t-il dit exactement? Demanda Reed, bien qu'une partie de lui ne voulut pas savoir. Il a dit que tu me jetterais. Que je n'étais qu'une passade, peut-être un cas de charité, ou ta forme de rébellion contre lui. Sloan prit une inspiration tremblante. Il a dit que j'étais une honte pour toi et ta famille. Que tes amis et collègues riaient tous de toi dans ton dos à cause de moi. Que je ruinais ton avenir, tes chances dans l'entreprise. La colère monta en Reed, une fureur froide qu'il n'avait jamais ressentie, pas même lorsque Sloan avait disparu. Il avait des statistiques, Reed, ajouta-t-elle, un rire amer lui échappant. Littéralement, des graphiques imprimés montrant comment les relations entre personnes de classes sociales différentes durent rarement. Comment je ruinerais tes chances de succès, d'appartenance au bon cercle. C'est ridicule, marmonna Reed, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Pour toi, peut-être. Mais pour moi, j'avais 22 ans, d'une famille qui joignait à peine les deux bouts. Tu étais tout ce dont je rêvais, mais une partie de moi s'est toujours demandé quand tu réaliserais que tu pouvais faire mieux. Il n'y avait pas de mieux, Sloan. Tu étais tout ce que je voulais. Elle sourit tristement. Je le sais maintenant. Mais ton père, il a essentiellement confirmé toutes mes peurs les plus profondes. Et il l'a fait passer pour un service qu'il nous rendait à tous les deux. Un service? Reed sentit sa colère s'intensifier. Il a dit qu'il était gentil de me parler directement, au lieu de me laisser le découvrir à la dure quand tu te serais finalement lassé de moi. Que je devrais avoir assez de dignité pour partir de moi-même avant que tu ne le fasses. Que ce serait mieux pour tout le monde. Que tu avais besoin de quelqu'un de ton niveau. Alors il m'a poussé hors de ta vie avec des mots polis et cruels, conclut-elle, si habilement que j'ai quitté ce déjeuner convaincu que je faisais la bonne chose en rompant avec toi. Reed était abasourdi. Il connaissait son père, un homme d'affaires impitoyable qui obtenait toujours ce qu'il voulait, à n'importe quel prix. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'il interférerait aussi directement dans sa vie personnelle, avec une telle cruauté. « Pourquoi n'es-tu pas venu me parler » demanda-t-il enfin. « Pourquoi ne pas m'avoir donné la chance de tout nier » Il l'avait anticipé, répondit Sloan. Il a dit que tu le nierais, bien sûr, parce que tu étais un gentleman. Que tu croyais probablement m'aimer, mais que tu finirais par voir ton erreur. Et que je me demanderais toujours s'il avait raison. Elle marqua une pause, ses mains crispées sur la couverture. Le pire, c'est quand il m'a offert de l'argent. Quoi? La voix de Reed sortit plus fort que prévu. Il a offert de me payer pour que je parte. Un nouveau départ, a-t-il appelé ça? Il a dit que c'était un investissement dans l'avenir de son fils. Quand j'ai refusé, il m'a fait ce sourire, tu sais, celui-là. Reed le connaissait. Le sourire d'un homme qui sait qu'il détient toutes les cartes, qu'il a déjà gagné avant même que la partie ne commence. Il a dit que tu avais déjà accepté de rompre avec moi, continua Sloan, la voix plus basse maintenant. Que tu cherchais juste la bonne façon de le faire sans me blesser. Il m'a montré des photos de toi avec Victoria Granham à un gala de charité. Elle haussa les épaules. Victoria était tout ce que je n'étais pas, riche, sophistiquée, de ton monde. Reed se souvenait de ces photos. Un événement d'entreprise où Victoria, fille d'un des associés de son père, s'était pratiquement jetée sur lui à l'arrivée des photographes. Des photos que son père s'était assuré de mettre en évidence.
Ça ne signifiait rien, dit-il, la voix tendue par la frustration. C'était juste de la publicité pour l'entreprise. Tu sais comment fonctionnent ces événements. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, Sloan soupira. Je suis parti en pensant que c'était la bonne chose à faire. Que je te libérais pour la vie que tu méritais vraiment. Qu'un jour tu me remercierais, même si tu ne le savais jamais. Reed se leva, incapable de contenir l'énergie qui le parcourait. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les filles qui jouaient toujours dans le jardin, inconscientes de la conversation qui changeait tout. Il n'avait aucun droit, dit Reed finalement, la voix basse mais résolue. Aucun droit de décider pour nous, de te manipuler, de détruire ce que nous avions. C'est ton père, dit simplement Sloan. Il pensait te protéger. Non, Reed se tourna pour lui faire face. Il me contrôlait, comme il l'a toujours fait. Façonnant ma vie comme il l'entendait, sans jamais se soucier de ce que je voulais réellement. Sloan l'observa, remarquant le changement dans son expression, la détermination qui durcissait maintenant ses traits. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle doucement. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il. « Je vais parler à mon père. » La tour Mercer s'élevait dans le quartier financier comme un monument au succès et à la puissance de Douglas Mercer. Reed gara sa voiture à sa place habituelle, la même qu'il utilisait depuis qu'il avait commencé à travailler pour l'entreprise de son père, des années auparavant. Sur le trajet de l'hôpital à la tour, sa colère initiale s'était transformée en quelque chose de plus résolu. Il ne s'agissait pas seulement de Sloan, réalisa-t-il. Il s'agissait de toute une vie dirigée par un homme qui confondait contrôle et amour, qui pesait les relations en fonction de leurs valeurs stratégiques. Dans l'ascenseur, il redressa sa cravate par habitude. Son reflet dans la paroi en miroir avait la même apparence que toujours, costume impeccable, cheveux soignés, posture droite. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux, une clarté, une résolution qui n'y était pas auparavant. La secrétaire de son père tenta de l'arrêter. Monsieur Mercer est en réunion importante. Mais Reed passa outre, comme s'il n'avait pas entendu. Il ouvrit la porte du bureau de son père sans frapper, trouvant Douglas au téléphone derrière son imposant bureau en acajou. Douglas leva les yeux, surpris par l'interruption, mais son visage s'éclaira rapidement d'un sourire en voyant son fils. « Je dois raccrocher, Stanley. Nous continuerons plus tard. » Il reposa le téléphone. « Reed, quelle agréable surprise. Je pensais justement à toi. Ce contrat de l'hôpital. » Sloan Archer, l'interrompit Reed, la voix calme mais ferme. Douglas marqua une pause, confus. « Excusez-moi » Sloan Archer, répéta Reed. « La femme que tu as chassée de ma vie il y a 8 ans. » Une brève lueur de reconnaissance traversa les yeux de Douglas, rapidement remplacée par une expression neutre. « Oh oui, ta petite amie de fac. Qu'y a-t-il à son sujet ?»« Elle m'a tout raconté, » dit Reed en s'avançant. « À propos du déjeuner. À propos de la façon dont tu l'as humiliée et manipulée pour qu'elle me quitte. » Douglas soupira, comme s'il avait affaire à un enfant têtu. « Reed, mon fils, c'était il y a 8 ans. Et c'était pour ton bien. Cette fille n'était pas faite pour toi. »« Pas faite pour moi ? Selon qui ?» Le coupa Reed. « Toi ? Qu'est-ce qui t'a donné le droit de décider ça ?»« Je suis ton père, » répondit Douglas, son ton devenant un peu plus froid. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger d'une erreur qui aurait compromis ton avenir. Elle ne comprenait pas notre monde, notre position. Ça aurait été un désastre. »« Tu n'en sais rien, » rétorqua Reed. « Tu n'avais aucun moyen de le savoir. Mais tu as quand même détruit ce que nous avions. J'ai construit tout ce que tu as. » Douglas se leva, son ton devenant plus glacial. « Cette entreprise, ta carrière, ta position dans la société, tout cela existe parce que je l'ai rendu possible. Penses-tu que tu serais là où tu es si tu t'étais lié à une fille sans ressources ni relations ?» Reed ressentit un étrange calme face à l'emportement de son père. « Tu sais quelle est l'ironie ?» demanda-t-il, un sourire triste aux lèvres. « J'aurais pu être vraiment heureux avec elle. Nous aurions pu construire quelque chose de réel, quelque chose qui comptait vraiment. » Sottise sentimentale, ricana Douglas. « La vie n'est pas un conte de fées, mon fils. Elle est faite de décisions stratégiques, de sacrifices nécessaires. » Non. Reed fit un autre pas en avant. « Ça, c'est ta vie. Pas la mienne. Plus maintenant. » Douglas plissa les yeux, évaluant son fils comme il le ferait d'un rival commercial. « Qu'est-ce que tu dis exactement ? » « Je dis que tu as détruit la chose que j'aimais le plus, et tu n'auras plus jamais ce pouvoir sur moi.
Ne sois pas dramatique. Douglas essaya de sourire, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Tu as oublié cette fille il y a des années. Tu as tourné la page, construit une brillante carrière, exactement comme nous l'avions prévu. Comme tu l'avais prévu, corrigea Reed. Et oui, j'ai tourné la page. J'ai construit une carrière. Mais sais-tu ce que je n'ai jamais eu pendant toutes ces années? Quelque chose de réel. Quelque chose qui ne soit pas mesuré à sa valeur stratégique ou à l'approbation des bons cercles. Et maintenant tu penses que cette femme qui t'a quitté il y a 8 ans est ton grand amour. Douglas secoua la tête, incrédule. C'est ridicule, mon fils. Tu es manipulé par la nostalgie. Il ne s'agit pas seulement de Sloan, répondit Reed. Il s'agit de toi. De la façon dont tu as toujours décidé ce qui était le mieux pour moi, sans te soucier de ce que je voulais vraiment. Comment tu as mesuré chaque relation, chaque amitié, chaque décision à son bénéfice potentiel ou à son risque pour tes plans. Mes plans? Douglas parut sincèrement offensé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour assurer ton succès, ton avenir. Non. Reed secoua la tête. C'était pour toi. Pour ton héritage. Pour ton idée de qui je devais être. Le regard de Douglas se durcit. Surveille tes paroles, mon fils. Souviens-toi qui a payé pour tout dans ta vie. Qui a ouvert les portes. Qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est exactement pourquoi je suis ici, dit Reed calmement. Pour te dire que ça s'arrête maintenant. J'en ai fini. Fini? Fini avec quoi? Avec l'entreprise. Avec tes jeux. Avec ton contrôle. Avec tout. Douglas laissa échapper un rire incrédule. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Que vas-tu faire? Gâcher des années de travail? Ton héritage? Tout ce que nous avons construit ensemble? À cause d'une femme qui t'a quitté il y a 8 ans? Je ne gâche rien du tout, répondit Reed avec assurance. Je choisis ce qui compte vraiment. Il sortit une enveloppe de la poche de son costume et la posa sur le bureau. Ma lettre de démission. J'ai déjà parlé au conseil d'administration. Ma part dans l'entreprise sera gérée par un trust. Je ne vends pas. Je sais à quel point cela signifierait pour toi d'avoir à nouveau le plein contrôle. Mais je n'en fais plus partie. Douglas fixa l'enveloppe comme si elle était toxique. Tu ne tiendras pas à moi sans tout ça. Sans moi. C'est là que tu te trompes, dit Reed, non pas avec triomphe, mais avec la paix de quelqu'un qui avait enfin trouvé la clarté. Je pense que je m'en sortirai très bien. Mieux que jamais, en fait. Quand cette fantaisie prendra fin, ne reviens pas en rampant, l'avertit Douglas. Il n'y aura pas de retour en arrière, répondit Reed avec une certitude qui le surprit même lui-même. Pas à ce que nous avions avant. C'est fini. Il se tourna pour partir, sentant un poids énorme se détacher de ses épaules. Le poids d'attente qui n'avait jamais vraiment été les siennes, d'une vie vécue pour plaire à un homme qui ne serait jamais satisfait. Reed, appela Douglas alors qu'il atteignait la porte. Tu es mon fils. Mon seul fils. Reed marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. Un instant, il crut déceler une note de vulnérabilité dans la voix de son père, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Il se retourna partiellement. Oui, je suis ton fils. Et je le serai toujours. Mais je ne suis plus ton projet ni ton extension. Sur ces mots, il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Il n'y avait pas de colère dans ses pas, pas d'amertume dans son cœur, seulement la certitude tranquille d'un homme qui avait enfin trouvé son propre chemin. Dans l'ascenseur, il ressentit quelque chose d'inhabituel, une légèreté, comme s'il pouvait enfin respirer pleinement. Toute sa vie d'adulte, il avait pris des décisions basées sur l'approbation de son père. Chaque relation, chaque marché, chaque choix était éclipsé par les attentes de Douglas Mercer. Maintenant, pour la première fois, il était libre de choisir sa propre direction, libre d'aimer qui il voulait, libre de construire la vie qu'il désirait vraiment. En sortant du bâtiment, il leva les yeux vers le ciel ouvert. L'avenir était incertain. Il ne savait pas si Sloan l'accepterait en retour, s'il pourrait reconstruire ce qu'ils avaient, s'il serait le bienvenu dans la vie des filles à long terme. Tant de questions sans réponse. Mais il y avait une certitude dans son cœur, il venait de clore un chapitre. Il s'était libéré de l'influence toxique qui avait dirigé sa vie pendant si longtemps. Et ce faisant, il avait retrouvé quelque chose de précieux qu'il n'avait pas réalisé avoir perdu, son autonomie émotionnelle. Il monta dans sa voiture et démarra le moteur. Il était temps de retourner à l'hôpital. Retourner auprès de Sloan.
Retourner à ce qui pourrait être le début de quelque chose de réel, construit non pas sur des attentes ou des convenances, mais sur quelque chose de bien plus précieux, l'amour. Le ciel s'assombrissait au moment où Reed retourna à l'hôpital. La confrontation avec son père avait été difficile, mais libératrice. Pour la première fois depuis des années, peut-être de toute sa vie d'adulte, il se sentait véritablement maître de ses propres choix, n'étant plus une extension des désirs et des ambitions de Douglas Mercer. Les couloirs de l'hôpital étaient plus calmes à cette heure, les heures de visite se terminaient et la plupart des visiteurs prenaient congé. Les triplés étaient rentrés à la maison avec Nancy, l'infirmière devenue une amie de la famille, afin qu'elle puisse dormir à une heure convenable. Reed leur avait promis qu'il raconterait tout à leur mère et qu'il serait de retour dès le lendemain matin. Il s'arrêta à la porte de la chambre de Sloan, l'observant un instant. Elle était assise dans son lit, feuilletant un magazine. La douce lampe de chevet projetait une lueur dorée sur ses cheveux sombres, soulignant les traits du visage qu'il n'avait jamais vraiment oubliés, même après 8 ans. Sentant sa présence, elle leva les yeux et sourit, un sourire timide mais sincère. Et, répondit-il en entrant dans la pièce. Quelque chose dans son expression dut révéler l'intensité de sa récente rencontre, car le sourire de Sloan s'effaça pour laisser place à l'inquiétude. « Que s'est-il passé ? Tu vas bien ?» Reed s'assit sur la chaise à côté du lit, se sentant étrangement calme malgré la tempête émotionnelle qui l'agitait. « J'ai parlé à mon père, dit-il simplement. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en posant le magazine de côté. « Difficilement. Mais nécessaire. J'ai coupé les ponts avec lui. L'entreprise, tout ce qu'il représentait dans ma vie. » Sloan parut surprise et inquiète à la fois. « Reed, je n'ai jamais voulu que tu... » « Je sais, l'interrompit-il doucement. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. C'était quelque chose qui devait arriver. Tu m'as juste aidé à voir la vérité. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était comme s'ils avaient tous les deux besoin de ce moment pour assimiler tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait été révélé, tout ce qui pourrait arriver ensuite. Reed regarda la main de Sloan posée sur la couverture, une main qui avait autrefois tenu la sienne avec tant d'amour, montrant maintenant de petits signes de la vie difficile qu'elle avait menée, des callosités, de minuscules marques d'aiguilles, l'usure du travail pour subvenir aux besoins de 3 enfants. Sans trop réfléchir, il tendit la main et couvrit la sienne. Sloan baissa les yeux sur leurs mains jointes, surprise, mais elle ne se retira pas. Sa respiration s'accéléra légèrement, seul signe visible de l'émotion qui la submergeait. « Sloan, dit Reed, la voix basse et intense. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle le regarda, ses grands yeux expressifs fixés sur les siens. « Après ton départ, j'ai essayé de tourner la page. Je me suis enterré dans le travail, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai construit une vie qui semblait avoir un sens. Mais la vérité est... » Il marqua une pause, rassemblant le courage de mettre son cœur à nu. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les mots flottèrent entre eux, vivants et résonnants. Reed vit les yeux de Sloan se remplir de larmes. Elle essayait de se retenir. Une larme s'échappa, traçant un chemin silencieux sur sa joue. Puis une autre, et encore une autre. Elle pleurait silencieusement, son corps tremblant sous la force de l'émotion contenue. Reed attendit, lui laissant l'espace de traiter ses paroles, de ressentir ce qu'elle avait besoin de ressentir. Il ne lâcha pas sa main, ne précipita pas le moment. Certains sentiments demandaient du temps. Finalement, après ce qui parut une éternité, Sloan prit une profonde inspiration et le regarda, les larmes brillant encore dans ses yeux. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. « J'avais juste peur. Et personne ne m'a protégé. » Reed sentit son cœur s'emballer. 8 ans de doutes, de questions sans réponse, d'un vide que rien ne semblait combler, s'évanouir avec ces simples mots honnêtes. Ils se regardèrent, vraiment regardés, comme ils ne l'avaient pas fait depuis 8 ans. À cet instant, il n'était pas un ancien cadre et une mère célibataire luttant pour survivre. Ils étaient juste Reed et Sloan, 2 cœurs qui, malgré tous les obstacles, n'avaient jamais cessé de battre l'un pour l'autre. L'amour existait toujours. Et il avait perduré. Il avait survécu au temps, à la distance, aux mensonges, aux peurs. Il avait toujours été là, dormant peut-être, mais jamais vraiment disparu. Et maintenant, dans cette chambre d'hôpital, baigné par la douce lueur du soir, il s'épanouissait à nouveau, plus fort parce qu'il avait été mis à l'épreuve, plus précieux parce qu'il avait failli être perdu. « Tourne ici, monsieur Reed », indiqua June en pointant une rue étroite. Reed suivit ses indications, conduisant lentement à travers un quartier modeste.
De petites maisons et de vieux immeubles bordaient les deux côtés, beaucoup ayant besoin de réparation. Les filles semblaient excitées malgré le quartier délabré. « C'est là !» s'exclama Maisie en désignant un petit immeuble en briques de 3 étages. Il restait 2 jours avant la sortie d'hôpital de Sloan, et Reed voulait s'assurer que tout soit parfait pour son retour. Les filles étaient impatientes de récupérer plus de vêtements et de lui montrer où elles vivaient. « On habite au 2e étage », expliqua Ren alors qu'il montait un escalier étroit avec une rampe chancelante. Le couloir était faiblement éclairé, plusieurs ampoules grillées. Les portes des appartements étaient vieilles, certaines avec des réparations de fortune. Les filles s'arrêtèrent devant une porte marquée 2B, et June sortit une clé cachée dans un petit pot de fleurs à côté. « Maman la garde ici pour les urgences », expliqua-t-elle en tendant la clé à Reed. Reed sentit un pincement au cœur en pensant aux filles rentrant seules de l'école, utilisant une clé cachée. Des enfants si jeunes ne devraient pas avoir ce genre de responsabilité. Quand il ouvrit la porte et entra, suivi des triplés, il marqua une pause, contemplant la scène. Le minuscule appartement ne comptait que 3 pièces, un salon qui servait également de cuisine, une chambre et une salle de bain. Reed essaya de ne pas montrer à quel point il était touché par la réalité des lieux. Les meubles étaient rares et usés, un canapé élimé avec des pièces visibles, une petite table avec 3 chaises dépareillées, des étagères improvisées faites de planches et de briques. La cuisine se composait d'une cuisinière à 2 brûleurs, d'un vieux réfrigérateur qui émettait un bourdonnement continu et d'un évier avec un robinet qui fuyait. « Viens voir notre chambre ?» appela Maisie en lui tirant la main. La chambre racontait une histoire encore plus claire. Un lit double occupait presque tout l'espace, de toute évidence, là où dormaient les 4. Une minuscule armoire et un coffre à jouets complétaient le mobilier. Les murs étaient ornés de dessins colorés scotchés, un effort pour apporter de la gaieté à l'espace austère. Reed ouvrit discrètement le réfrigérateur pendant que les filles cherchaient des jouets. Comme il s'en doutait, il était presque vide. Quelques œufs, du lait presque périmé, des légumes flétris. Les placards de la cuisine racontaient la même histoire. Quelques paquets de pâtes, un peu de riz, de la farine. Le garde-manger d'une famille vivant sur le fil du rasoir, comptant chaque centime. En regardant de plus près, Reed remarqua les petits détails qui parlaient d'effort et d'amour. Des rideaux cousus dans de vieux draps, mais soigneusement piqués, des fleurs en papier dans des bouteilles recyclées, peintes à la main. L'endroit était simple, mais chaque coin montrait les tentatives de Sloan pour créer un foyer accueillant, même avec très peu. « Monsieur Reed, regarde !» appela June en lui montrant une boîte à chaussures transformée en maison de poupée, avec des meubles faits de capsules de bouteilles et de bouts de tissu. Il s'agenouilla, examinant la création artisanale avec un intérêt sincère. « C'est incroyable !» dit-il, touché par la créativité qui s'épanouissait malgré les difficultés. Pendant que les triplés rassemblaient leurs affaires, Reed prit une décision. Il sortit son téléphone et passa plusieurs appels, parlant à voix basse. « Et si on faisait une surprise à maman ?» suggéra-t-il aux filles. « On peut bien arranger l'endroit pour son retour. » Leurs yeux s'illuminèrent à cette idée. À l'épicerie, Reed remplit 2 chariots, des aliments de base et des articles qu'ils savaient qu'elles avaient rarement, fruits frais, chocolat, ingrédients pour la pâtisserie. Ils achetèrent des fleurs, des draps neufs, des couvertures et des ustensiles de cuisine. « Maman regarde toujours ces fleurs quand on passe devant cette boutique », dit timidement Ren en désignant des lys. « Prenons-les toutes », sourit Reed en les ajoutant au chariot. De retour à l'appartement, ils commencèrent la transformation. Les filles aidèrent avec enthousiasme, suivant les instructions de Reed, ravis de la surprise. Il engagea une petite équipe pour les tâches plus importantes, réparer le robinet qui fuyait, remplacer les ampoules grillées, peindre les murs dans des couleurs vives et propres. Tout l'après-midi fut consacré au nettoyage, à l'organisation et à la transformation du petit appartement. Reed remplaça les rideaux improvisés par de nouveaux rideaux colorés. Il échangea les draps usés contre des draps doux et frais. Il remplit les placards de nourriture. Il plaça des fleurs dans de nouveaux vases. Quand ils eurent fini, l'appartement était méconnaissable. Les murs fraîchement peints rendaient l'espace plus lumineux. Les dessins des filles, autrefois scotchés au mur, étaient maintenant encadrés et soigneusement accrochés. Les triplés couraient partout, s'exclamant devant chaque changement, chaque nouveau détail. Reed les regardait, le cœur plein. Il savait que ce n'était qu'un début, un pansement sur une blessure bien plus profonde, mais c'était un commencement. Tard dans la nuit, les triplés enfin endormis dans le lit double fraîchement fait, avec des draps vifs et une couette douillette, Reed se tenait au milieu du petit salon, regardant autour de lui. Le contraste entre ce qu'il avait vu quelques heures plus tôt et ce qu'il voyait maintenant était saisissant. « Elles ne vivront plus comme ça »,
murmura-t-il pour lui-même, la détermination dans la voix. Pas tant que je pourrais changer ça. 2 jours plus tard, Reed conduisait lentement, Sloan à ses côtés sur le siège passager et les triplés à l'arrière, rebondissant pratiquement d'excitation. Ne lui dis rien, avertissait Maisie toutes les quelques minutes. C'est une surprise. Je ne dirai pas un mot, promit Sloan en souriant à ses filles dans le rétroviseur. Elle était encore pâle et mince de son séjour à l'hôpital, mais ses yeux avaient retrouvé leur éclat. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, Reed aida Sloan à monter lentement les escaliers. Elle ressentait encore des douleurs et se déplaçait avec précaution. Les filles coururent en avant, impatientes de révéler la surprise. June ouvrit la porte avec une fioriture dramatique et toutes les 3 crièrent à l'unisson « Surprise !». Sloan s'arrêta sur le seuil, les yeux s'écarquillant devant la transformation. L'odeur de nourriture fraîchement préparée, l'arôme des fleurs fraîches, la vue des couvertures douillettes soigneusement pliées sur un canapé rénové, les murs fraîchement peints, tout la frappa en même temps. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle se déplaçait lentement dans l'appartement, touchant chaque chose comme pour confirmer que c'était réel. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle à Reed, la voix tremblante. Il hocha la tête, s'approchant. « Oui. Tu ne reviens pas dans un lieu de douleur. C'est maintenant un foyer. » Sloan laissa couler les larmes librement, regardant autour d'elle comme si elle voyait l'endroit pour la première fois. Reed n'avait pas seulement apporté de nouvelles choses, il avait gardé ce qui comptait. Les dessins encadrés des filles, leurs photos au mur, de petits objets à valeur sentimentale. Il avait honoré ce qui était déjà là, le rendant simplement plus sûr, plus confortable. Pendant que les filles tiraient Sloan pour lui montrer chaque changement, Reed resta en retrait, le cœur débordant. À cet instant, il comprit que la maison n'était pas seulement un toit et 4 murs. C'était là où le cœur trouvait la paix. 2 semaines s'écoulèrent depuis le retour de Sloan à la maison. Ses ecchymoses avaient disparu, sa douleur s'était atténuée et ses yeux avaient retrouvé l'éclat que Reed se rappelait d'il y a si longtemps. Ce vendredi soir-là, Reed prépara un dîner spécial, avec les plats préférés de chacun, macaroni au fromage pour Maisie, poulet grillé pour June, purée de pommes de terre pour Ren et une salade colorée pour Sloan. La table était dressée avec des serviettes pliées de façon amusante et de petites bougies au centre. « C'est vraiment bon !» s'exclama Maisie, déjà à sa 2e portion. Mieux qu'au restaurant, approuva solennellement June. Ren mangeait tranquillement, mais son assiette vide parlait d'elle-même. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à Reed et lui adressait un sourire timide. Pendant le dîner, ils discutèrent de l'école des filles, du livre que Reed leur lisait avant de dormir, des progrès de Sloan en kinésithérapie. C'était une simple scène de famille, mais pour Reed, cela ressemblait à un miracle, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pour lui-même et dont il ne pourrait plus se passer maintenant. Après le dessert, une glace au chocolat qui fit bondir les filles d'excitation. Sloan suggéra « Et si vous, les filles, vous prépariez un spectacle de talent pendant que Reed et moi faisons la vaisselle ?» Les triplés coururent dans la chambre, ravis par l'idée. Reed et Sloan commencèrent à débarrasser la table dans un silence confortable. « Elles sont si heureuses, » dit-elle en regardant vers la chambre. « Je ne les ai jamais vues aussi insouciantes. » Reed sentit une vague d'affection. « Ce sont des filles extraordinaires, Sloan. Tu as fait un travail incroyable, malgré tout. » Une fois la vaisselle terminée, Reed demanda « C'est une belle soirée. Tu veux faire un tour dans la cour pendant qu'elles préparent leur spectacle ?» La minuscule cour commune n'était qu'un carré d'herbe avec quelques bancs et un parterre de fleurs, mais sous la lueur orangée du soleil couchant, elle avait son propre charme modeste. Ils s'assirent sur un banc en bois, regardant le ciel changer de couleur. Reed sentit son cœur battre la chamade, il préparait ce moment depuis des jours. « Sloan » commença-t-il en se tournant vers elle. « Ces dernières semaines ont été les plus significatives de ma vie. » Elle sourit. « Pour moi aussi. Te voir avec les filles, faire partie de votre quotidien, c'est comme si j'avais trouvé quelque chose qui me manquait sans même le savoir. » Sloan l'étudia un instant. « Tu as changé, Reed. En bien. »« Je suppose que j'ai enfin grandi, » répondit-il. Puis, rassemblant son courage, il prit ses mains dans les siennes, la regardant dans les yeux. « Pouvons-nous réessayer ? J'étais si jeune avant. Mon père était toujours aux commandes, mais il ne me contrôle plus. » Il vit l'hésitation dans ses yeux, la peur compréhensible après tout ce qu'elle avait traversé. « Il n'interférera plus jamais, » promit Reed, la voix résolue. Sloan baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis les releva vers Reed. Elle prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à plonger dans des eaux inconnues. « Oui, dit-elle enfin, la voix basse mais assurée.
Nous méritons cette chance. Reed attira Sloan dans ses bras, la sentant se détendre contre lui, ses bras l'enlaçant à leur tour. Ils restèrent là, enlacés en silence, sous le ciel qui s'assombrissait, désormais libres, se choisissant mutuellement, volontairement et avec amour, non plus manipulés par les circonstances ou d'autres personnes, mais prenant leurs propres décisions, les yeux ouverts et le cœur sincère. « Monsieur Reed ? Maman ! Le spectacle va commencer !» appela la voix de June depuis la fenêtre. Main dans la main, ils retournèrent à l'appartement où 3 petites filles impatientes attendaient pour donner ce qui serait sans aucun doute le spectacle de talent le plus extraordinaire que le monde ait jamais vu. 4 mois plus tard, un samedi après-midi ensoleillé, un petit groupe se rassembla dans le jardin du domaine de Reed. Une simple arche décorée de fleurs sauvages marquait l'endroit où ils se tenaient, nerveux et heureux. La musique commença et tout le monde se retourna. D'abord vint Maisie, éparpillant des pétales le long du chemin. Puis June, portant les alliances sur un petit coussin. Et enfin Reine, suivant ses sœurs avec un sourire qui illuminait tout son visage. Les 3 portaient des robes bleu clair identiques avec des rubans blancs autour de la taille et de petites fleurs dans les cheveux. Elles étaient radieuses, pleinement conscientes de leur rôle important. Puis Sloan apparut, et Reed sentit le souffle lui manquer. Elle portait une robe simple d'un bleu plus soutenu, ses cheveux sombres lâchés, ornés des mêmes fleurs que les filles. Dans ses mains, un bouquet de lys, les fleurs qu'elle avait toujours admirées dans les vitrines mais jamais achetées. La cérémonie fut brève et significative. Ils échangèrent des vœux sur les secondes chances, les choix délibérés et un amour qui survit au temps et à l'adversité. Les filles se tinrent à leur côté tout le temps, participantes actives à l'union qui faisait officiellement d'elles une famille. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme et que Reed embrassa Sloan sous des applaudissements chaleureux, les triplés sautèrent de joie, les étreignant, transformant le moment solennel en une célébration spontanée. Le déménagement au domaine de Reed se fit progressivement. D'abord les week-ends, puis, à la fin du semestre scolaire, ils firent la transition complète. La maison, autrefois impeccablement décorée mais étrangement dépourvue de vie, subit une transformation complète. Là où régnait autrefois le silence, il y avait maintenant des rires, des conversations et de la musique. Des pièces auparavant intactes avaient désormais un but et une personnalité. L'une des premières actions de Reed fut d'enregistrer officiellement Maisie, June, Damar et Reine comme ses filles. La petite cérémonie au palais de justice parut aussi significative que le mariage lui-même, un engagement formel envers les 3 filles qui avaient conquis son cœur. « Maintenant, nous sommes officiellement une famille », dit-il en les serrant dans ses bras. Chaque fille eut sa propre chambre, chose qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Reed s'assura qu'elle soit impliquée dans chaque décision. Maisie choisit Légumarine, avec des livres d'aventure, une table à dessin et des guirlandes lumineuses en forme d'étoiles au plafond. June opta pour un lavande doux, avec des étagères pour ses collections, un fauteuil de lecture et des coussins vifs. Reine, la plus rêveuse, voulut un jaune pâle, avec des mobiles d'oiseaux, une large fenêtre donnant sur le jardin et une bibliothèque de livres sur la nature. Le salon devint le cœur de la maison. Le canapé en cuir autrefois immaculé fut remplacé par un grand canapé confortable, parfait pour les soirées cinéma en famille. Les tables accueillaient désormais des jeux, des dessins et des livres d'histoire. Des plantes vertes fleuries remplissaient les coins. Une photo de mariage des 5, souriant, trônait en bonne place sur le mur principal. À côté, des photos des filles à divers moments, au parc, à la plage, jouant dans le jardin. Une nouvelle histoire se déroulait. Le manoir, autrefois symbole de statut, était maintenant simplement un foyer. Un endroit où les enfants couraient pieds nus, où les dîners s'accompagnaient de bavardages animés, où les petites victoires quotidiennes étaient accueillies avec enthousiasme. Un soir, Reed trouva Sloan sur la véranda, regardant les triplés jouer dans le jardin. Il l'enlaça par derrière, tous deux absorbant silencieusement la scène. « Regarde-les » chuchota Sloan. « Si heureuse, si en sécurité. Comme si ça avait toujours été comme ça. Et ça le sera toujours, promit Reed. » La maison respirait désormais la joie, la permanence et l'affection. Des pièces qui ressemblaient autrefois à des expositions de musée devinrent des espaces de vie, chacun avec sa propre identité. Les couloirs, autrefois silencieux, résonnaient maintenant de pas pressés et de rires. Dans le bureau, Reed trouva un jour Maisie en train de dessiner, totalement concentrée. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Elle leva le papier, montrant 5 bonshommes allumettes sous une grande maison. « C'est nous » expliqua-t-elle. « Notre famille. » Reed sentit une boule dans sa gorge en regardant le dessin simple mais profondément significatif. Une autre fois,
il trouva June en train d'apprendre à Ren à faire ses lacets. « Comme ça, tu pourras courir plus vite au parc », expliqua-t-elle avec la sagesse d'une enfant de 6 ans. Chaque jour apportait des moments comme ceux-là, petites découvertes, petites joies, minuscules défis surmontés ensemble. La vie qu'ils construisaient n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Elle avait des hauts et des bas, des disputes et des réconciliations, des larmes et des rires. Elle était réelle. La décision qu'ils avaient prise dans cette petite course s'épanouissait en quelque chose de plus fort et de plus beau que l'un ou l'autre n'aurait pu l'imaginer. L'amour qui avait survécu à 8 ans de séparation, de mensonges et de manipulation prenait maintenant racine. Une nouvelle famille était née, non par hasard, mais par choix. Choisir de voir au-delà de l'évidence, d'ouvrir son cœur à des possibilités inattendues et d'aimer sans réserve. Choisir de recommencer. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine histoire.